c'est l'un des projets de défense nationale les plus ambitieux jamais envisagés par un État. Golden Dome. Golden Dome. The Golden Dome. The Golden Dome. Le Golden Dome, c'est un bouclier antimissile déployé au-dessus des États-Unis, capable d'intercepter des missiles balistiques et hypersoniques lancés depuis l'autre côté du globe, voire depuis l'espace. Ce projet a été officiellement acté par Donald Trump il y a maintenant 1 an, et il y a encore quelques jours, à Davos, il en reparlait publiquement devant le monde entier. L'arme nucléaire, c'est l'outil de destruction absolue, et la Chine, la Russie ont réalisé dernièrement des avancées majeures dans le développement de missiles intercontinentaux, et sont capables, à l'heure actuelle, de frapper des cibles partout sur la planète en moins d'1 heure. Les États-Unis veulent neutraliser cette menace, et le Golden Dome s'inscrit dans cette logique. C'est un projet titanesque qui se chiffre en centaines de milliards de dollars, et dont les bénéficiaires industriels peuvent déjà être en partie identifiés. Dans cette vidéo, on va voir concrètement en quoi consiste ce projet, ce que l'on sait à ce stade, et surtout, quelle entreprise pourrait tirer profit d'un tel déploiement de ressources. Cette analyse est extraite de l'un de mes RMF hebdomadaires. Si vous souhaitez accéder à l'épisode complet, ainsi qu'au prochain, le lien de mon groupe est disponible en description. Bienvenue. Et donc ensuite, je voulais vous parler du Groenland, du véritable plan de Trump à son sujet et des entreprises de l'armement qui risquent d'être extrêmement sollicitées dans les prochaines années. Lors de son discours au World Economic Forum, il a longuement abordé le dossier du Groenland, dont il n'était pas censé parler initialement d'après lui. Alors, il l'a décrit comme un immense territoire glacé, situé dans une zone stratégique clé entre la Russie, la Chine et les États-Unis, et qui est sans défense. Alors on le voit bien sur cette map, que le Groenland il est entre l'Amérique du Nord, entre la Russie, entre l'Europe, un peu moins de la Chine, mais voilà, il y a quand même cette route commerciale qui passe par le détroit de Bering, voilà, qui est utilisée. Mais en tout cas, selon lui, cette position géographique, elle en fait un point central de la sécurité nationale et mondiale, en tout cas de ses alliés. Donc il a affirmé que le Danemark n'était pas en mesure d'assurer correctement sa protection, et il a aussi longuement insisté sur le fait que l'enjeu n'est pas les matières premières, qui sont pourtant nombreuses. Voilà, il y a beaucoup de matières premières au Groenland, c'est pas les terres rares non plus, ou en tout cas c'est pas un enjeu à court ou moyen terme. L'enjeu il serait purement sécuritaire et militaire. Donc il a également déclaré dans la foulée renoncer à l'usage de la force pour acquérir le territoire. Il a dit qu'il pourrait le faire, mais qu'il ne le voulait pas. Et le lendemain de son discours à Davos, Donald Trump il a annoncé qu'un accord cadre avait été trouvé après une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qu'on voit juste ici. Alors par rapport à cet accord, tout d'abord, il faut faire attention, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails qui circulent. Pour le moment, c'est encore très flou, en tout cas, au moment où je vous parle, le 24 janvier. Trump, j'insiste sur Trump, a déclaré que cet accord permettrait un accès total au Groenland pour les États-Unis, un accès qui serait sans fin, sans limite de temps. Sauf que de son côté, eh bien, le premier ministre groenlandais, qui est Jens Frederik Nielsen, a déclaré que lui, il ne savait pas concrètement en fait ce que contenait l'accord. Il a précisé que les discussions les avaient surtout porté sur la question de la sécurité, d'un partenariat renforcé avec les États-Unis, mais que la souveraineté du Groenland restait une ligne rouge à ne pas dépasser. Ce qu'on comprend donc, c'est que le Danemark, il souhaite toujours pas vendre le Groenland aux États-Unis, mais par contre, il semble prêt à faire des concessions, au moins à discuter d'un accord permettant une présence militaire américaine plus importante, en échange de contrepartie, j'imagine. Voilà, alors pour l'instant, je préfère rester prudent, on n'a pas assez d'informations à ce stade là-dessus, je vous en reparlerai sur le groupe Discord quand on en aura, mais en tout cas, avec l'annonce de cet accord, l'annonce aussi de l'annulation des droits de douane contre les pays européens qui devaient entrer en vigueur en février, les marchés ils ont bien réagi sur à peu près tous les actifs risqués. Donc Trump il affirme que le Danemark ne peut pas sécuriser le Groenland et que seuls les États-Unis en sont capables. La vraie question c'est donc comment les États-Unis comptent-ils sécuriser ce gros morceau de glace comme ils le disent. Alors pour commencer bien sûr on imagine des bases militaires supplémentaires ou améliorées en tout cas. Alors, les États-Unis d'ailleurs ils ont déjà une base militaire au Groenland qui est au passage la base militaire la plus au nord au monde. C'est la Pituffik Space Base, c'est une base qui est exploitée par l'US Air Force et par l'USS Space Force qui date de environ la Seconde Guerre mondiale. Mais l'enjeu principal et la seule mesure concrète dont Trump a réellement parlé, c'est le Golden Dome. Alors pour le citer, le Groenland est vital pour le dôme d'or que nous construisons. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit sur Truth Social, son réseau social. Qu'est-ce que c'est concrètement le Golden Dome ? En fait, c'est un gigantesque bouclier antimissile. C'est en projet depuis le 27 janvier 2025, c'est la date à laquelle Trump a signé un premier décret pour sa création. En fait, son objectif, c'est de contrer les missiles de croisière, les missiles balistiques, les missiles hypersoniques, qui sont lancés depuis la Terre ou depuis l'espace par des États adverses, notamment la Russie ou la Chine.
On comprend alors rapidement en quoi le Groenland peut devenir un point clé dans un tel projet. Pour sa position géographique centrale dans l'hémisphère nord, les États-Unis peuvent y installer des systèmes de détection et d'interception bien au-delà de leur propre territoire. Et dans un scénario donc d'attaque balistique ou hypersonique depuis l'Eurasie, de nombreux missiles y passeraient naturellement par ces zones arctiques. Le Groenland il devient donc un point de passage stratégique, et ça permettrait donc aux États-Unis de détecter les menaces plus tôt, d'augmenter leur temps de réaction, et surtout se donner une marge de manœuvre supplémentaire au cas d'échec d'une première interception. Voilà, dans ce type de scénario catastrophe, quelques minutes de gagné, elles peuvent changer l'issue stratégique. En 2022, une évaluation de l'armée américaine estimait déjà que Pékin se rapprochait technologiquement du niveau de Washington en matière de missiles balistiques et hypersoniques. Voilà. Depuis, on a eu de nouvelles démonstrations de la part de la Chine. On se rappelle qu'en septembre 2025, lors d'un défilé militaire, Pékin a dévoilé des missiles de croisière dernière génération. Voilà, c'est une menace que les États-Unis veulent neutraliser. Et donc l'idée, c'est de créer une sorte de dôme de fer, comme celui d'Israël, mais à l'échelle des États-Unis. Alors c'est un projet titanesque, le coût d'un tel bouclier il est colossal. Trump, il évoquerait un budget d'environ 175 milliards de dollars une fois le projet terminé. De son côté, le Congrès américain, lui, il estime que le coût il pourrait être bien plus élevé. Certaines estimations le parlent même de montants se comptant en milliers de milliards de dollars. Voilà, notamment avec des systèmes d'interception spatiaux qui peuvent coûter à eux seuls près de 500 milliards de dollars. En tout cas, c'est des coûts faramineux, et c'est d'ailleurs en partie pour ce projet que le budget militaire américain va exploser dans les années à venir. Il faut rappeler que les États-Unis, ils ont déjà un budget militaire qui est gigantesque. En 2022, ils ont dépensé 877 milliards de dollars en dépenses militaires. Ça représente 39% des dépenses militaires mondiales. C'est 3 fois plus que la Chine, c'est 10 fois la Russie, et là on parle seulement de 2022. Pour 2026, le Congrès américain il a prévu environ 900 milliards de dollars, et pour 2027, Trump a annoncé vouloir augmenter le budget de 50%. Voilà, on serait donc plus autour de 1000 milliards, mais plutôt sur 1500 milliards de dollars. Il évoque notamment la possibilité de financer cette hausse via les recettes générées par les tarifs douaniers. Qu'on soit clair, une hausse de 50% du budget militaire en une seule année serait une première pour les États-Unis. Et surtout, il faut comprendre que ce budget il n'est pas encore voté. Il doit être approuvé par le Congrès. À ce stade, c'est encore qu'une proposition de Donald Trump. Mais en revanche, ce qu'on peut affirmer, presque avec certitude, c'est que le budget de 2027, il sera proche, voire supérieur à 1000 milliards de dollars. Et dans ce contexte, les entreprises de défense, elles vont très probablement bénéficier d'un momentum extrêmement favorable. Donc 1000 milliards de budget, c'est une chose, encore faut-il que les entreprises, elles puissent délivrer. Parce que signer des contrats à plusieurs centaines de milliards, ça n'a aucun sens si les capacités industrielles, elles suivent pas, sachant que Trump, il parle d'un Golden Dome qui serait fonctionnel avant la fin de son mandat. Voilà, c'est dans ce contexte, donc, que début janvier, et qu'il a de nouveau évoqué lors de son discours à Davos, Trump dit vouloir interdire aux entreprises de défense de verser des dividendes ou de procéder à des rachats d'actions. Voilà, les rachats d'actions, ça coûte des milliards chaque trimestre. Voilà, la Lockheed Martin, au troisième trimestre 2025, c'est 1 milliard de rachats d'actions. Donc, c'est bon pour le cours, c'est pas bon pour Trump en tout cas. Voilà, pareil pour les dividendes. Versés, pareil, c'est en centaines de millions de dollars. Voilà, Trump, en gros, il leur dit que s'ils continuent à verser autant d'argent aux actionnaires et en rachat d'actions, en fait, ils vont être privés de contrats publics. Donc, son objectif, c'est de forcer ces entreprises à réinvestir ces capitaux dans de nouvelles usines et d'augmenter donc rapidement leur capacité de production. Mais alors, de quelle entreprise on parle ? Donc il y en a beaucoup, mais celles dont on parle essentiellement, ce sont les entreprises de l'aérospatiale. Donc les entreprises qui conçoivent les avions, les missiles, les radars, donc celles qui vont être au cœur du Golden Dome, et plus largement au cœur de la course à l'armement actuel. Les trois dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Lockheed Martin, RTX Corporation et Boeing. Donc il y a d'autres entreprises militaires aussi qui vont être importantes, ça va être General Dynamics, Northrop Grumman, mais aujourd'hui on va se concentrer sur ces trois-là. Lockheed Martin, c'est un pilier de la défense américaine. C'est le fournisseur des avions de chasse de 5e génération, notamment le F-22 Raptor qu'on voit juste ici, qui est un chasseur furtif considéré par beaucoup comme le meilleur chasseur au monde. C'est d'ailleurs le seul à ne jamais avoir été exporté. Il est exclusivement réservé à l'armée américaine. Lockheed Martin fournit aussi le F-35 qu'on voit juste ici, qui est un avion multirôle, également furtif, mais qui lui, cette fois, est exporté. Il est notamment connu pour sa version B, qu'on voit juste ici, qui est capable de décoller verticalement. D'ailleurs, son développement, ça a été un échec industriel majeur, c'est le programme militaire tout simplement le plus cher de l'histoire. Voilà, il a compté de nombreux retards et des dépassements de budget. On parlerait d'un coût total qui serait, selon les sources, entre 1800 et 2000 milliards de dollars. C'est 10 fois plus par exemple que le coût de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'est faramineux. Sinon, Lockheed Martin, ce sont aussi des satellites militaires qui seront indispensables dans le cadre du Golden Dome. Lockheed Martin, c'est l'entreprise militaire parmi les trois que je vous présente qui a la plus grande marge nette. Donc c'est pas faramineux encore, mais voilà, en gros, annuellement, on tourne autour des 10%.
Et aussi Lockheed Martin, c'est environ 75% de son chiffre d'affaires qui provient du gouvernement américain. C'est une entreprise qui est très dépendante des contrats publics. Ensuite RTX, qui est l'entreprise militaire la plus capitalisée au monde. C'est environ 260 milliards de dollars de valorisation. Et RTX, eh bien, c'est le cœur des systèmes. En fait, ils confectionnent des missiles, des radars, des capteurs, des défenses antiaériennes et antimissiles, des moteurs d'avion. Par exemple le F-35 qu'on évoquait juste avant, qui est un programme de Lockheed Martin, mais dont une grande partie des technologies et des composants viennent de RTX. L'entreprise elle est notamment connue pour son système Patriot, qui est l'un des systèmes antimissiles les plus efficaces et les plus utilisés au monde. Il est déployé par de nombreux alliés des États-Unis, c'est devenu un standard de l'OTAN pour la défense contre les missiles balistiques. Et donc quand on parle du Golden Dome, RTX est probablement l'entreprise la plus centrale du dispositif. En fait, ce que fait RTX, c'est des produits qui font rarement la une, contrairement par exemple aux avions de Lockheed Martin qui sont emblématiques. Mais sans eux, sans RTX, les avions ils ne voient pas, les missiles ils frappent pas, les systèmes de défense ils ne fonctionnent pas, tout simplement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, RTX elle n'est pas limitée par la demande, mais par sa capacité industrielle. Les stocks de missiles et de systèmes de défense ils sont partis beaucoup plus vite que prévu, notamment avec les conflits actuels, et c'est donc ce qui explique les discours récents de Trump pour augmenter leur production. Alors RTX c'est une performance en bourse qui est énorme ces dernières années. On voit que depuis 2023, elle a fait une sacrée performance. On est autour de 200%, à 180%. Au niveau des chiffres, pareil, donc elle est très capée. Enfin, en tout cas pour une militaire, on est à 40 fois les revenus. À côté de ça, Lockheed Martin c'est 33 et Boeing, Boeing oui, elle est déficitaire, c'est vrai. Donc RTX c'est une marge nette qui est légèrement plus basse, donc elle alterne pas chaque trimestre, mais on voit qu'annuellement c'est un peu plus bas quand même que Lockheed Martin. Et ensuite il y a Boeing. Alors Boeing c'est souvent perçu comme un constructeur d'avions civils, c'est normal, ces avions de ligne, ils ont façonné le transport aérien mondial pendant des décennies, mais Boeing c'est aussi l'un des acteurs militaires et stratégiques majeurs des États-Unis, au même titre que Lockheed Martin ou Northrop Grumman qu'on n'a pas regardé aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils ont vraiment une profonde présence dans la défense, dans le spatial aussi, dans le système de sécurité nationale au complet. Boeing il a produit de nombreux avions de combat, parmi les plus emblématiques on a le FA-18 Super Hornet. Alors pour ceux qui ont vu Top Gun 2, c'est l'avion de Maverick. Un autre pilier fondamental de Boeing c'est aussi la dissuasion nucléaire, on ne les attendait pas sur ce domaine, mais elle est impliquée dans le système qui est lié à la triade nucléaire américaine, via les missiles stratégiques et les plateformes associées. C'est un domaine qui est vraiment extrêmement sensible et qui a une très forte barrière à l'entrée, vous imaginez. Des satellites de défense, des systèmes de communication sécurisés, des infrastructures orbitales. Et contrairement à Lockheed Martin, Boeing ça a une structure hybride, comme RTX, mais plus prononcée, puisqu'environ un tiers de son chiffre est fait par la défense et la sécurité, un tiers par le civil et un tiers par ses services. Donc ça rend l'entreprise plus exposée au cycle économique et aux crises aériennes. D'ailleurs, les difficultés du civil ces dernières années, elles ont lourdement affecté la crédibilité globale du groupe, même sur le plan militaire. Alors, entre les crashs, les erreurs de conception, les bugs à répétition, on a aussi les polémiques sur la rémunération du PDG. En fait, le cours, il a vraiment bien ramassé. Il n'a jamais remonté le crash qu'il avait subi pendant le Covid, où il y a eu un bon moins 73%. Depuis, on évolue dans ce range, donc entre 100$ et 250, 280. Très très peu de volatilité. Il faudrait regarder son bêta, mais il doit être très très bas. L'entreprise, comme on a vu, elle est déficitaire, elle perd de l'argent chaque trimestre. Alors donc j'avais regardé, mais il me semble qu'elle a qu'un seul trimestre positif depuis 2020. Pour vous dire la situation où est Boeing. C'est précisément pour ça d'ailleurs que Boeing est là aujourd'hui sous surveillance politique étroite, puisque les États-Unis ne peuvent pas se permettre l'effondrement d'un acteur qui est aussi stratégique. Et d'ailleurs c'est Boeing qui a décroché le contrat pour le futur chasseur de 6ème génération de l'armée américaine, qui est destiné à remplacer le F-22 Raptor. D'ailleurs Donald Trump à Davos il en a parlé, c'est le F-47. Il a même précisé que le nom, il lui plaisait pas, il comptait le renommer. C'est 3 entreprises en fait, Boeing, RTX et Lockheed Martin, vont être au centre du projet du Golden Dome et vont bénéficier de très gros contrats gouvernementaux et sûrement d'un très gros momentum suivant les différentes annonces. Donc j'ai beaucoup parlé des États-Unis, mais au niveau européen, la logique elle est similaire. Les membres de l'OTAN ils sont engagés à augmenter leur budget de défense, surtout sous pression américaine, avec un objectif de 5% du PIB par pays. Donc des entreprises comme Dassault Aviation, qui fait les avions de chasse Rafale par exemple en France, Thales également qui est français, Kongsberg Gruppen aussi qui avait un très beau setup, où il est revenu dans cette domaine très intéressante avec une belle accumulation avant de partir. Vous l'aurez compris, les entreprises de défense, elles ont tous les éléments pour performer dans les prochaines années. Malheureusement, c'est les tensions mondiales, que ce soit à la fois sur le plan budgétaire et géopolitique. Et comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, nous entrons dans un monde multipolaire. Les puissances, elles se réveillent, elles s'affirment. On a la montée en puissance de l'Asie, on a la remise en cause de l'hégémonie américaine, on a une fragilité de l'OTAN qui est de plus en plus visible, et aussi une Europe qui comprend qu'elle devra compter davantage sur ses propres moyens pour se défendre.
Nous entrons dans un monde où les tensions et les crises géopolitiques vont devenir de plus en plus fréquentes, et où la course à l'armement va non seulement se poursuivre, mais très probablement accélérer. Cette vidéo ne constituait pas un conseil en investissement. Aussi, les entreprises de la défense ont une réalité ambivalente. Elles permettent de protéger des États et des populations, mais elles participent aussi, par nature, à détruire des vies humaines. Investir dans ce type de société soulève donc une question morale, dont la réponse est personnelle, chacun est libre de sa propre décision. Je tiens tout de même à rappeler que cette vidéo avait avant tout un objectif analytique, qui est de comprendre les entreprises au cœur des enjeux géopolitiques et stratégiques actuels et décrypter les dynamiques à l'œuvre. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée et un bon trading. Ciao.